Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et ce 11e épisode du rendez-vous du SMMA. Pour ceux qui découvrent cette série, je suis Étienne, le fondateur de Rhodes, une agence de publicité spécialisée dans l'e-commerce, et à travers ces petits épisodes réguliers, je documente l'aventure de notre agence et j'en profite pour faire un peu de rétrospective sur le mois écoulé, vous donner un bilan sur les apprentissages, les leçons et également les chiffres pour que toute personne qui soit intéressée par ce que je raconte puisse s'en inspirer et donc ne pas reproduire les erreurs qu'on a pu faire, ce qui nous permet également, nous, de garder une trace écrite aussi de ce qu'on fait, ce qui est toujours intéressant, surtout quand tout va très vite, comme ça peut être le cas pour nous. Donc, je teste un nouveau type de format sur ces épisodes, puisque en fait, ça me prenait beaucoup de temps à scripter et je me rends compte que c'est pas forcément ce qui apportait le plus de valeur. Donc, ce que j'ai fait, et je vais essayer de tester un peu ce format-là désormais, et vous me direz ce que vous en pensez, c'est maintenant de faire des bullet points. Donc, j'ai quelques sujets que j'aimerais bien aborder pendant cet épisode et d'essayer de vous synthétiser ma pensée, mais sans avoir un texte que je récite à la leçon. Comme ça sera un peu plus naturel. Donc, on va commencer tout de suite par le bilan du mois de juin et donc ce qui s'est passé côté Rhodes, mais avant ça, bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner si tu apprécies ce type de contenu entrepreneurial, e-commerce, publicité, marketing, etc. Ainsi qu'à mettre un petit like sur cette vidéo, ça fait remonter dans l'algo, et puis à la fin de la vidéo, bien évidemment, si tu veux me donner ton avis en commentaire, eh bien je le prends avec grand plaisir parce que ça me permet de m'améliorer. Alors c'est parti pour le 11e épisode du rendez-vous du SMMA. Le premier sujet dont je veux parler aujourd'hui, c'est la diversification du portefeuille et les risques associés au fait d'avoir des trop gros clients. Donc le mois dernier, pour ceux qui ont suivi l'aventure, on a fait donc au mois de mai un chiffre d'affaires de plus de 107 000 euros. Et en fait, quand on décortique un peu le chiffre d'affaires, on voit qu'une grosse partie de ce chiffre a été fait par un client. Enfin, pas une grosse dans le sens 50%, mais une grosse dans le sens proportionnellement aux autres clients. Et on a un client, en l'occurrence, avec qui on avait signé 2 mois auparavant, qui était un très gros client et qui dépensait un peu plus de 100 000 euros par mois en publicité, qu'on a onboardé donc 2 mois avant le mois de mai, donc ça nous fait avril-mai. Et la petite particularité de ce client, c'est que vu qu'il dépensait beaucoup, et ben en fait les frais de gestion chez nous étaient très élevés. Donc on facturait, je crois, à 8-10 000 euros par mois, un truc comme ça. À côté de ça, il nous avait pris de la créa, donc on avait aussi un gros pack créa qu'on lui vendait qui était autour de 5 000 euros par mois, ou 5 ou 6 000 euros par mois. Donc l'un dans l'autre, on avait quasiment 15 000 euros de factures, 13 ou 15 000 euros qui passaient sur ce client. Rapporté à notre chiffre d'affaires, ça fait un peu plus de 10%, ça fait même 15% de notre CA, et ce qui est évidemment énorme. Et donc nous, on avait misé nos projections de croissance sur le fait que ce client allait se développer, qu'on allait réussir à craquer le truc, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le client a choisi de complètement changer de direction, et en fait, il s'est rendu compte que son business, il n'était plus à jour, et qu'en fait, ses concurrents le dépassaient, il est dans un secteur d'activité qui est assez concurrentiel. Et en effet, ce qui marchait il y a 3 ans ne marche plus aujourd'hui, donc malheureusement, il a dû en fait prendre une décision radicale qui est de dire je coupe et j'internalise la publicité, donc ils ont vraiment drastiquement réduit les budgets, et donc j'arrête mon contrat avec Rhodes. Ça a été un peu précipité, moi je comprends en tant qu'entrepreneur que voilà, on peut pas cramer des sommes aussi énormes si en fait le retour sur investissement est pas bon, et donc forcément en fait ça nous a fait un gros pic de chiffre d'affaires, mais derrière on a pris le contre-coup que en juin en fait on a commencé à sentir les effets, donc on avait des frais de sortie, etc. Donc on atténue globalement le départ de ce client, mais ça nous fait quand même un peu mal, et vous verrez dans les chiffres, hein, c'est un peu moins bon que mai, mais c'est quand même pas trop mauvais. Donc voilà, et en fait l'apprentissage que j'en ai tiré de ça, c'est de me dire en fait c'est bien d'avoir des clients qui sont gros parce que ça permet d'avoir en fait des paniers moyens qui sont beaucoup plus élevés, et potentiellement ce client qui générait sur la partie média 8 à 10 000 euros par mois, en fait ça vaut 4 ou 5 clients, donc en termes d'allocation de ressources c'est beaucoup plus simple de mettre un performance manager dessus et de lui enlever d'autres comptes parce qu'il reste rentable, mais c'est un risque parce que du coup en fait toutes nos projections, si elles sont basées sur des gros clients comme ça, je vous rassure c'est un des seuls, hein, on en a un autre qui est assez gros mais avec qui ça passe plutôt bien, donc pour l'instant il n'y a pas de warning là-dessus, et bien en fait s'il se barre demain et qu'on a investi en pensant qu'il allait rester, potentiellement ça peut foutre un petit peu la merde. Donc au-delà de pourquoi il est parti, etc., je pense qu'on a très bien fait notre travail, on a fait tout ce qu'on pouvait, il était assez satisfait, etc. Malheureusement c'est la vie, ça arrive, c'est comme ça. Lui je pense que c'était un peu la dernière chance de se dire avant mon agence ça marchait pas, si je change d'agence peut-être ça va marcher, et même en ayant fait énormément de choses, on s'est rendu compte que le problème venait pas du partenaire mais qui venait plutôt de son business model, et donc en l'occurrence que ça impliquait des refontes qui sont beaucoup plus en profondeur, etc. Donc voilà, il n'y a pas grand chose qu'on pouvait faire. Cela dit, comme je le précise, forcément ça fait un petit trou dans le chiffre, et donc mon learning, mon apprentissage, c'est de me dire qu'il faut faire très attention à bien avoir en fait une diversification du portefeuille et pas avoir d'écart trop important entre les clients en termes de facturation, et si c'est le cas du coup de provisionner en fait un risque, parce que comme je le dis, si demain un autre client qui génère 15% de notre chiffre d'affaires s'en va, et ça peut nous mettre sacrément dans la merde. Je connais beaucoup d'histoires d'agences, de boîtes qui ont beaucoup de leur chiffre d'affaires, une grosse partie de leur chiffre d'affaires qui dépend d'un seul client. En l'occurrence, moi je pense qu'au-dessus de 15-20%, même 10%, ça commence à être beaucoup, surtout dans nos métiers, agence où on a la chance de pouvoir diversifier. Et en fait, des marques qui se retrouvent avec 50% de leur CA ou plus qui dépendent d'un client et qui du coup recrutent en conséquence plein de gens pour s'occuper de ce client. Sauf que le jour où ce client se barre, il faut payer les salariés, et en fait ça se retrouve pas du jour au lendemain un client comme ça, et même la somme de petits clients pour
pour compenser ce chiffre d'affaires sur les gros clients, bah ça se trouve pas comme ça non plus. Premier apprentissage, la diversification du portefeuille, c'est pas des blagues et il faut faire très attention à ça. Deuxième chose dont on a souffert sur le mois de juin, on dirait que je vous présente comme un mois qui était horrible. Non, c'était un mois qui était très intense, mais qui était vraiment, je pense, bien moins pire que ce qu'on aurait pu avoir au vu des circonstances, notamment commerciales, puisque le mois de mai était passé par là, donc il y a beaucoup de choses qui ont été décalées, etc. Donc en fait, avec tous les ponts, ça fait que les gens n'étaient pas du tout dans un mood de signer des nouveaux contrats. Donc nous, commercialement, ça a été un petit peu plus calme que d'habitude. Je vous rassure, on se rattrape bien sur le mois de juillet et sur l'été et typiquement sur la rentrée. Mais la deuxième chose qui nous a mis dedans, c'est le variable. Et en fait, c'est pareil, ça, c'est bien sur le papier d'avoir une partie de notre rémunération qui est variable. Donc nous, pour rappel, on a un fixe, donc c'est un certain montant qu'on facture pour la gestion de campagne, et ça, c'est fixe tous les mois. Donc ça permet d'avoir un revenu régulier et stable. Et à côté, on a une partie variable, donc c'est-à-dire une incentive à la dépense. Je vais pas rentrer dans le débat de est-ce que c'est bien ou pas une incentive à la dépense. Nous, on fait quasiment que de la performance pour des e-commerçants. Donc, il y a une corrélation directe entre investissement et chiffre d'affaires. Donc, si on investit plus, c'est que c'est plus rentable, que le client fait plus de chiffre d'affaires. Et si c'est pas le cas, bah, le client, en fait, il arrête tout simplement de travailler avec nous parce que on va pas juste lui faire dépenser son argent. Donc, dans notre cas, c'est un cercle vertueux. Et ce qu'on fait, c'est qu'on applique un pourcentage des dépenses sur tout ce qui dépasse un certain palier. En l'occurrence, 10 000 € par mois. En dessous, on considère qu'on n'a pas encore scalé, donc c'est pas forcément justifié de prendre des fees. Et donc, en fait, ce qui s'est passé le mois dernier, c'est qu'on a eu plein de choses qui se sont bien alignées. En l'occurrence, il y a eu des opérations commerciales, il y a eu les ponts, étonnamment. Nous, ça a généré beaucoup plus de trafic, donc les gens étaient peut-être plus réceptifs, plus, je sais pas, plus détente, plus dans un mood d'acheter, etc. Enfin bref, donc c'est pas vraiment des vacances, hein, les ponts, on part 3-4 jours, etc. Et en tout cas, on a fait des très très gros mois sur certains de nos clients, et on a fait des mois historiques sur 2 ou 3 de nos clients, et donc forcément, bah, on a dépensé beaucoup. Et donc, la proportion de chiffre d'affaires qui passe dans le variable, elle était de plus de 10%. Et donc, si on prend 107 000 € de chiffre d'affaires, ça veut dire en gros 10 700 € qui sont passés dans du variable, que si on ne continue pas à scaler le mois d'après, bah, en fait, on va pas retrouver. Et donc, ça, plus le trou du client qui nous a quitté, sachant que le trou du client qui nous a quitté, il n'est pas encore ressenti parce qu'on avait un engagement de 3 mois, donc il y a des frais de sortie, etc. On va vraiment le sentir, je pense, en juillet, pardon. Donc dans le mois, au moment où je sors cette vidéo, mais là je parle du mois de juin, donc voilà pour la temporalité. Et donc en fait, ça fait 13 000 €, peut-être un peu moins, parce que comme je dis, il y a les frais de sortie plus 10 000 € de variables, ça fait un peu plus de 20 000 € qui sont du manque à gagner. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à continuer à scaler certaines marques, mais en fait, il y en a d'autres où il y avait juste un gros effet de saisonnalité, il y avait juste une sortie produit, il y avait juste des ventes flash, ce qui fait que le revenu, bah, c'est normal qu'il soit pas aussi élevé le mois d'après. Et en fait, on en rentre tout doucement en plus dans une période qui est délicate, c'est juillet, août, donc c'est pas là où historiquement il se passe le plus de choses en publicité, même si nous, on convainc nos clients de nous laisser continuer à diffuser parce qu'on est convaincu qu'il y a quand même une partie de l'audience qui est là et qu'en plus de ça, les CPM sont plus bas, donc c'est très intéressant d'un point de vue publicité, rapport coût publicité, et donc par extension coût d'acquisition et donc rentabilité. Mais force est de constater qu'on n'a pas dépensé autant, et donc forcément le variable s'en est ressenti sur le mois de juin, et donc on a baissé un petit peu notre revenu. Donc moi, mon deuxième apprentissage là-dessus, c'est en fait le variable, c'est bien quand c'est des bonnes périodes, mais c'est aussi pas bien quand c'est pas des bonnes périodes. Ça paraît très bateau ce que je dis, mais j'ai échangé il y a pas très longtemps avec le fondateur d'une autre agence, donc ça n'a rien à voir, mais c'est plutôt de l'emailing, et lui il a que du fixe, donc il a des montants qui sont plus élevés, et du coup il a pas de variable. Et c'est intéressant dans son modèle, est-ce que je lui ai demandé, mais c'est mieux ou c'est moins bien? Il me dit, bah en fait ça a des avantages, ça a des inconvénients, enfin d'avoir que du fixe en fait. On peut facilement prédire en gros le chiffre d'affaires qui va être le mois d'après, celui d'avant, etc. Mais par contre, du coup, par exemple, dans des périodes hautes en e-commerce comme Q4, donc avec Black Friday, Cyber Monday, Noël, etc., et bah potentiellement il récolte pas forcément les fruits de ce qu'il va semer. Donc nous, on a des incentives plus fortes sur la performance. On a aussi un client avec qui on a une incentive sur le chiffre d'affaires, ce qui se fait pas toujours, mais on tend un peu vers ce modèle parce qu'on est confiant dans notre stratégie et qu'on a déjà prouvé à maintes reprises qu'on sait scaler des marques. Et bah nous, on peut entre guillemets faire des gros variables sur ces périodes-là, mais du coup retomber un peu comme un soufflé les mois d'après. Donc deuxième chose, bah le variable c'est bien, mais je pense qu'il faut aussi le monitorer avec précaution parce que derrière en fait les charges fixes, elles, bah par définition elles sont fixes. Et donc si on mise la croissance et le BP de l'agence sur du variable et que ce variable n'arrive pas, c'est un peu risqué. Donc ça c'est le deuxième point. On a bien pris la double claque. Juin ça va, mais juillet on va se prendre la double claque parce que c'est toujours décalé hein, ce qui se passe dans les agences. Et voilà, donc c'est intéressant à partager. Il y a aussi un autre sujet dont je voulais vous parler qui n'a pas trop de rapport avec les précédents, mais qui a occupé beaucoup de mon temps sur les derniers mois et particulièrement sur le mois de juin. C'est notamment la transition des fonctions clés. Donc je sais pas si vous vous souvenez, mais dans les épisodes d'avant, je disais qu'en fait on était trop petit encore pour en gros avoir les ressources pour recruter toutes les fonctions, donc sales, finance, ressources humaines, et que du coup je devais l'assurer pour le moment. Et bah entre temps on a lancé des recrutements, donc en l'occurrence on a finalisé un recrutement sur la partie RH, on a finalisé un recrutement sur la partie responsable administratif et financier, et sur la partie sales je vais y revenir, mais on est en train de bien évoluer là-dessus. Donc ça c'est cool, ça m'a pris beaucoup de temps sur un peu la structuration, trouver les profils, etc. Donc la next step c'est d'imaginer un peu l'organigramme pour que bah, forcément ça va impliquer des réagencements. Moi je pourrais pas être en management direct de toutes ces personnes, donc il va falloir voir comment se répartissent ces personnes et les rôles au sein de la boîte qui vont
évolué. Donc typiquement Jordan aujourd'hui qui est Head of Performance va devoir monter d'un step parce que lui il va avoir d'autres sujets qui vont arriver. En plus on a un nouveau Performance Manager qui arrive, donc il peut pas gérer et l'équipe Performance Management et les autres sujets qui sont un peu stratégiques au niveau de la boîte. Donc on va devoir caler aussi un team lead et plus tard un deuxième team lead pour faire ce qu'il fait aujourd'hui, à savoir le taf de management. Et moi du coup je vais devoir aussi me réorganiser puisque j'aurai du coup une strate supplémentaire qui va s'ajouter. Donc moi j'aurai plus de contact direct avec les équipes. Ouais, tout ça c'est des choses pour le futur. Mais c'est pas ça le point principal. Le point principal qui était un peu mon pain numéro 1, c'était la partie sales. Et donc la partie sales, on s'est vraiment fait des nœuds au cerveau dans tous les sens pour essayer de trouver la bonne combinaison, à savoir mettre quelqu'un pour me remplacer, donc c'est-à-dire pour faire les propositions commerciales à ma place sans dégrader le taux de closing. Donc taux de closing, c'est le nombre de personnes que l'on signe divisé par le nombre de personnes à qui on fait une proposition commerciale. Aujourd'hui, notre taux de closing il est très bon, on est entre 50 et 60%. Je pense que même en travaillant, on travaille beaucoup sur nos process, etc. On prend beaucoup de feedback, donc je pense qu'on va monter sur ces taux-là, ce qui sont déjà des très bons taux et c'est lié au fait qu'on a beaucoup d'inbound, donc ces personnes qui nous connaissent et qui nous contactent parce qu'ils ont envie de travailler avec nous, donc ça facilite aussi les chiffres. Mais en fait, ce taux de closing, il est aussi conditionné par le fait que c'est moi qui fais les prêts. Et donc moi, tout mon enjeu, c'était de dire, ok, quelle est la configuration d'équipe commerciale qui me permet d'être le plus efficace, donc c'est-à-dire ne pas perdre ce taux de closing, mais moi de me retirer progressivement de ça pour venir en support, en coaching, en suivi, mais pas en étant le protagoniste principal, parce que si c'est le cas, en fait, je vais jamais réussir à développer ma boîte, puisqu'il faut que moi je passe du temps sur d'autres choses. Il y a plein de projets en cours, je vous en parlerai après notamment. Et donc, il y a plusieurs hypothèses qui sont posées à nous. Est-ce qu'il faut qu'on recrute un head of sales? Est-ce qu'il faut qu'on recrute un business developer? Est-ce qu'il faut qu'on fasse monter quelqu'un en interne? Est-ce qu'il faut qu'on découpe la partie présentation de la partie appel de découverte? Est-ce qu'il faut que ce soit la même personne? C'était vraiment un casse-tête infini, sachant qu'en plus c'est la première fois qu'on fait ça. Et finalement, on a trouvé une équation qui marche plutôt bien, qu'on a testé pendant 3 mois, et que du coup on scale avec notamment une transition de poste. C'est quelqu'un de chez nous, qui s'appelle Quentin, qui aujourd'hui est Performance Manager, qui va évoluer, et qui est en train d'évoluer, parce que ça s'est fait progressivement, vers un poste de sales. Et donc lui, son rôle, il va être très simple, c'est de faire les appels de découverte, que vous avez déjà dit que j'avais commencé à les déléguer, c'était auprès de lui, et là, j'ai délégué quasiment 100% des appels de découverte sur le mois de juin. Donc ça, il sait faire. Et ce sur quoi on a travaillé sur le dernier quarter, c'est de progressivement le faire venir avec moi en shadow, etc., pour qu'il voit comment se passent les propositions commerciales, sachant qu'il m'avait déjà aidé à le faire en tant que performance manager sur propositions commerciales historiquement, puis de lui laisser la main pour faire des propositions commerciales lui-même. Et donc il en a fait quelques-unes, ça s'est plutôt bien passé. On n'a pas encore les résultats de tous, mais globalement la delivery, le feedback, en fait la fluidité était bonne. Et plus ça va, moins je passe de temps sur la review, donc en fait plus il devient autonome. Et donc ça c'est vraiment un très bon signal. Un truc tout bête, mais la semaine dernière j'étais off jeudi et vendredi. Jeudi pour un tournage, vendredi parce que j'avais un mariage. Et en fait pendant ces 2 jours-là, il y a eu 2 propositions commerciales qui ont été faites dans lesquelles je n'étais pas. Et j'ai pris le feedback après, donc j'ai appelé les clients, j'ai demandé comment ça s'est passé, etc. Pas les 2, mais une en l'occurrence qui est quelqu'un avec que je connaissais un peu d'avant. Et en fait le feedback était très bon. Donc moi ce que ça m'envoie comme signal, c'est en fait job done, parce que on arrive à m'extirper des sales sans perdre en qualité. Maintenant il reste à voir si évidemment on va closer, ça c'est encore une autre question et on aura la réponse très bientôt. Mais tout ça pour dire que on est très content de ce choix et surtout de la manière dont on l'a construit. Donc aujourd'hui il va se concentrer sur traiter les demandes entrantes, donc à savoir appel de découverte puis proposition commerciale. Et en temps 2, on va le faire monter en compétence évidemment sur tout ce qui est business development, et on envisage également de prendre une autre personne en bizdev pur et dur, donc en chasse pour aller alimenter le pipe, parce qu'on n'a pas de problème pour traiter les appels de découverte entrants et faire des propositions commerciales et closer. On n'a pas de problème non plus de faire de l'acquisition, mais si on veut accélérer, il faut qu'on aille chercher des nouveaux clients par nous-mêmes, et donc ça va faire partie des nouveaux chantiers. Donc voilà un peu la nouvelle organisation sales. Donc en l'occurrence il y a donc cette personne Quentin qui est en train de transitionner de performance manager vers sales, et donc plus ça va, moins il a de comptes, et l'objectif c'est de le détacher de tous ses comptes d'ici la fin de l'année. Il va y avoir potentiellement un bizdev ici qui va faire de l'acquisition de l'outbound et pour aller chercher des nouvelles sources de leads, et moi qui suis en chapeautage de tout ça, donc qui vais continuer à venir sur certains appels d'offres plutôt stratégiques, et dans tous les cas, même sur les appels d'offres où je ne serai pas présent, je vais continuer à faire du suivi en back, donc c'est-à-dire coacher Quentin, revoir les prêts avec lui, faire des feedbacks, etc. Donc on enregistre tout ce qu'on fait entre autres pour continuer d'améliorer le process. Donc ça je suis très très content de ça. C'est vraiment un sujet qui me tenait à cœur, et c'est pas encore gagné bien évidemment, hein. On va voir sur le temps comment ça évolue, mais en tout cas les premiers signaux sont bons, et moi ça me libère un peu de temps que je peux dédier à d'autres choses, comme notamment la création de contenu, comme le lancement du podcast qui arrive, comme la refonte du site web qui est en cours, comme le lancement des chantiers SEO, etc. etc. J'ai plein de pain sur la planche, donc c'est pas de trop. Et voilà, donc ça a pris du temps, mais on a finalement réussi à faire ça. Voilà, donc c'est les sujets principaux que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Et bien évidemment, on va passer sur le dernier volet qui est le bilan du mois écoulé, donc les chiffres qui vont avec. Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est que le studio créatif a passé pour la première fois la barre des 30 000 € par mois, donc ça c'est très très bon signe, et du coup ça montre qu'on est sur la
la bonne voie, sachant qu'une grosse partie de ce revenu, même s'il y a eu un tournage qu'on a vendu assez cher, provient du récurrent, donc c'est aussi encore plus bon signe, ça veut dire qu'on arrive à vendre cette offre. Maintenant, il s'agirait de la scaler, donc c'est un autre sujet. Au niveau commercial, ce qui est cool, c'est qu'on n'a toujours pas mis de nouvelles actions en place, donc on n'a pas fait d'outbound, on n'a pas lancé le podcast, il n'y a pas encore toute la refonte du site qui est là, et pourtant on a toujours un flux constant de leads, et notamment un nombre de propositions commerciales qui du coup s'est un peu intensifié. On en a entre 8 et 10 par mois, donc ça fait 2 par semaine à peu près, et elles sont de plus en plus qualifiées, donc c'est cool, sachant que si on a un taux de closing en gros de 50-60%, ça veut dire qu'à la louche on signe 4-5 nouveaux clients par mois, donc si on arrive à bien gérer notre rétention client, notre churn, donc c'est-à-dire éviter que les clients s'en aillent chez nous, et que en plus de ça on augmente notre panier moyen, il n'y a pas de raison qu'on reparte pas à la hausse après ce petit trou qu'on a eu avec ce client qui est parti. Notre NPS, et ça c'est vraiment un combat de tous les jours, c'est la satisfaction client. Il est encore très élevé, on est je crois sur les 3 derniers mois à 92 sur le quarter, ce qui est assez élevé. Juin il me semble qu'on a 89 ou 90, donc on a un peu baissé, mais au global c'est plutôt très bon, et donc ça c'est un grand bravo aux équipes, et bien évidemment parce que c'est elles qui sont en charge de délivrer la qualité de service et donc la prestation Rhodes auprès des clients. Et surtout moi je mets un point d'honneur à ce que ce NPS en fait reste très élevé malgré le fait qu'on se développe. Souvent ce qu'on voit c'est que plus une agence grandit, plus en fait elle se processise, plus elle standardise, et donc moins l'accompagnement est personnalisé, et donc moins les clients ont le sentiment d'être suivis vraiment par des humains. Et moi c'est un gros challenge de grossir sans dégrader la qualité de l'accompagnement, et ça demande de évidemment bien travailler sur beaucoup de choses comme le suivi des équipes, le coaching, le management, la mise en place de mécanismes de review, de contrôle avec des NPS, ce type de choses. Donc pour l'instant ça tient, on n'est pas encore 40, donc je touche du bois, mais c'est très cool. Voilà dans les grandes lignes les bonnes nouvelles. Après pour ce qui est un peu des moins bonnes nouvelles, parce que c'est intéressant aussi de partager les points sur lesquels il faut qu'on travaille, donc on a beaucoup travaillé sur les derniers mois, les équipes particulièrement, notamment Quentin qui était à moitié sur la partie sales et à moitié sur la partie PM, donc je pense qu'il a eu double taf et une grosse charge commerciale avec pas mal de propositions. Donc ça c'est je pense un petit moins, c'est que les équipes ça tire un peu, et en plus je pense qu'on n'avait pas été très bon sur le recrutement, on n'a pas anticipé en fait qu'on allait avoir des besoins croissants aussi rapidement, et donc le prochain recrutement donc arrive, le prochain performance manager arrive mi-août, mais entre temps les équipes ont dû bien évidemment gérer ce qu'il y avait à gérer. Moi le premier, donc on a tous pris assez cher sur le mois de juin, c'est le jeu, mais bon l'idée c'est que ça ne se reproduise pas trop souvent. Il y a aussi un autre sujet qui est très chiant, c'est les litiges. Ça j'avais sous-estimé à quel point se faire payer ses factures en France c'est impossible. Malheureusement et tristement en fait la proportion de clients qui sont bienveillants, bien intentionnés et qui payent dans les temps, elle est beaucoup plus faible que celles qui ne le sont pas, et donc c'est chiant. Donc il faut courir après ces factures, il faut parfois en fait rentrer dans des litiges parce que des clients qui sont partis après un test parce que finalement on pas eu les résultats escomptés remettent en question la prestation, donc il faut expliquer que c'est un objectif de moyens et pas un objectif de résultat, et donc ça c'est très délicat. Donc on a encore quelques litiges, heureusement c'est anecdotique au niveau de la boîte, c'est même pas 5% de nos clients, mais c'est quand même des 5% qui drainent et de l'argent et de l'énergie, et dont on a bien besoin pour d'autres choses. Et le dernier point un peu négatif, c'est le pipe. C'est très paradoxal, mais le pipe est très rempli. On a beaucoup d'appels d'offres, je pense qu'on en a jamais eu autant concentré sur 2 mois, juin et juillet, un peu moins en mai. Mais en fait la problématique c'est que le closing prend du temps, notamment parce qu'il y a les vacances qui arrivent, et en fait c'est plutôt des activations pour septembre pour les plus tardifs, ou août pour les personnes qui anticipent le fait que septembre va être la rentrée. Et donc ce qui est chiant c'est que nous on a perdu ce client là, qu'en fait on a senti un peu de l'effet en juin, on va sentir le gros de l'effet en juillet, on va avoir un petit trou dans la raquette que j'aurais bien aimé compenser avec des nouveaux clients, mais bon, on peut pas forcer les clients à démarrer s'ils sont juste pas là. Donc ça c'est le petit point négatif, ça risque d'être un petit peu calme en juillet, et on risque de redescendre un peu encore en chiffre d'affaires, ce qui moi m'énerve personnellement, mais bon c'est le jeu et il faut que j'accepte que la croissance d'une agence ce n'est pas linéaire. Bref, sinon au niveau perso, peut-être que ça vous intéresse, peut-être pas, j'ai pris un coach running, et donc j'ai couru un premier 10 km en 50 minutes, ce qui pour certains ne paraît pas un exploit, pour moi c'est pas mal, ça fait longtemps que j'ai pas fait cette perf, et j'en ai un deuxième très bientôt à Stuttgart où je vise un 47 minutes, donc on va voir si je suis capable de le sortir. Et la bonne nouvelle c'est que au niveau des réseaux en fait ça se développe aussi bien. J'ai mon compte TikTok qui a passé les 17 000 abonnés, mon compte LinkedIn qui a passé les 17 000 abonnés, ma chaîne YouTube qui a passé les 3500 abonnés, donc ça avance doucement mais sûrement, avec pas mal de nouveaux contenus qui arrivent, très cool, notamment sur du podcast, du format podcast en vidéo, en shorts. Il va y avoir aussi des formats un petit peu plus vlog, avec aussi des formats tournage studio, etc. Donc ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous parce qu'il va y avoir pas mal de contenu assez cool. Et donc les chiffres, bien évidemment, je vais pas vous laisser sans vous donner la data, je l'ai sous les yeux. En mai, donc on avait fait 107 000 euros, je sais plus combien, mais et quelques. En juin, on finit avec 97 232 euros, donc une baisse quasiment de 10 000 euros, ce qui n'est pas négligeable. Mais si on regarde au niveau du quarter, donc sur Q2, on a un total de 302 137 euros de chiffre d'affaires hors taxe facturé, avec un EBITDA, donc c'est-à-dire un résultat avant impôt, qui est de 31%, donc ce qui est très bon, même si on était à 35% en année 1, mais je me payais pas sur une grosse partie de l'année où ça compte pas. Et donc depuis le début de l'année,
on a fait un peu plus de 540 000 € de chiffre d'affaires avec un EBITDA qui est assez similaire. Et donc je suis assez content parce que en 6 mois, on a non seulement fait plus que ce qu'on avait fait sur un an l'année dernière, avec des ratios de rentabilité qui sont toujours aussi bons alors qu'on a recruté et qu'on a investi. Donc ça c'est très bien. Et en projeté, en gros d'ici la fin de l'année, je pense qu'on va clôturer un exercice comptable, hein, donc 1er janvier 31 décembre, entre 1,2 million et 1,5 million pour avoir une fourchette large. On a fait des petits paris avec mes associés pour savoir qui serait le plus proche, mais moi je pense qu'on fera difficilement au-dessus d'1,2 million. Et donc voilà, on est plutôt content de ces résultats. Maintenant, on n'a plus qu'à se préparer pour le mois de juillet, à voir comment on arrive à compenser le chiffre d'affaires et surtout anticiper août et septembre qui vont être des mois forts. Surtout septembre, c'est la rentrée et après on approche tout doucement de Q4, donc beaucoup de projets en cours. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et surtout à me dire ce que vous pensez de ce format. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien, est-ce que c'est trop long, est-ce que c'est trop court? Tout ce qui vous passe par la tête, je suis preneur de feedback. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très vite. C'était Étienne